Donc, le titre est un peu pompeux et, à dire vrai, s'il y a des leçons à tirer, dans beaucoup de cas, je pense qu'elles restent assez largement à tirer. Donc, c'est beaucoup plus, mon ambition est beaucoup plus d'essayer de présenter de façon un peu panoramique, mais si possible assez compréhensible, toutes sortes de résultats que l'on a pu obtenir. Donc, ce n'est pas forcément seulement des travaux que j'ai menés moi, qui relèvent des approches expérimentales assez récentes de la linguistique et qui, je pense, ont des implications, même si, donc, du côté de la question de la maîtrise et de la remédiation et de l'enseignement de la langue française, même si, dans beaucoup de cas, les leçons restent encore largement à élaborer. Mais, à dire vrai, une partie des travaux que je vais présenter là sont quand même c'est des travaux qui nous ont inspirés avec l'équipe que nous avions fondée. Dans l'élaboration des exercices qui sont dans Adaptative Langue, donc proposés par Evidence Base, pardon. Donc, je sais pas si le mode habituel pour ces présentations est, disons, le cours ex cathedra, ou si on peut tolérer des interruptions et des questions de clarification. Je suis très favorable aux interruptions, au moins pour la clarification. Évidemment, les discussions, peut-être, on peut les garder pour la fin. Mais bon, je vous laisse juge. Je ne sais pas quelles sont les pratiques habituelles. Je pense que les participants pourront mettre leurs questions dans le chat, c'est ça? Oui, pour remettre les questions au fur et à mesure dans le chat, et si quelque chose n'est pas compris, je les reprendrai, ou les liens. Ok. Alors, voilà. Donc, quelques éléments donc sur là d'où je parle. Alors, vous avez eu l'occasion de me présenter peut-être, donc je n'ai pas besoin de me présenter. Je vais simplement poser quelques principes qui sont ceux qui dirigent ou qui sous-tendent les travaux qui sont menés dans le cadre de ce que j'appelle la linguistique expérimentale. D'abord, ce sont des travaux qui relèvent de la linguistique, donc de l'étude des langues et de la langue. Et comme vous le savez peut-être, la linguistique a une vision de la langue qui se présente comme descriptive par opposition à la vision normative qui est habituellement associée à l'enseignement de la langue ou à l'Académie française. Et donc là, les travaux que je vais présenter se réalisent dans le cadre, enfin, sous l'hypothèse que tous les systèmes linguistiques peuvent être étudiés en tant que tels, que ce soit les systèmes linguistiques standards et normés qui sont enseignés ou qui sont pratiqués dans les médias des nationaux, ou que ce soit des systèmes linguistiques qui n'ont pas le même droit de cité, que ce soit simplement l'oral tel qu'il est pratiqué par les locuteurs du français, ou des systèmes encore plus, disons, spécifiques, qui vont être ceux de groupes sociaux, de groupes régionaux, etc. Donc voilà, ça c'est un point qu'il est important de rappeler avant toute chose. Ce que je vais essayer de présenter, ce sont des travaux qui relèvent de ce que j'ai appelé des méthodes expérimentales, ou des méthodes de terrain, qui sont des méthodes qui sont largement partagées avec d'autres sciences humaines et sociales, et en particulier avec la psychologie cognitive ou dite expérimentale. Et ce sont des méthodes qui ont, disons, eu droit de cité et investi le terrain de la linguistique depuis assez peu. Donc c'est en ça que c'est encore assez moderne, on va dire. Et je pense que les exemples que je vais donner tout de suite après seront plus parlants pour illustrer ce point. Les méthodes qui sont à l'œuvre dans ces approches expérimentales sont des méthodes qui sont inspirées des sciences expérimentales, y compris les sciences dures, avec plusieurs aspects qu'on peut retenir. D'abord, l'objectif est de solidifier ou de stabiliser les évidences empiriques.
C'est une question très importante en linguistique parce que les linguistes, pendant très très longtemps, se sont essentiellement basés sur l'introspection, sur la perception que ces linguistes eux-mêmes avaient de leur propre langue, sur leurs intuitions, éventuellement sur celles de quelques collègues ou étudiants, mais sans nécessairement se donner les moyens ou la peine d'aller stabiliser les données, les évidences, donc les observations, en utilisant des méthodes plus robustes qui sont pourtant connues depuis bien longtemps dans les domaines de la psychologie, par exemple. Donc ça, c'est une dimension assez importante. La linguistique, enfin les approches dont je suis en train de parler, dont je vais parler, cherchent de façon systématique à commencer par fixer de façon robuste et cumulative les faits, en fait, les observations empiriques, sur lesquelles, évidemment, ensuite, on peut faire des théorisations. Deux autres points sur lesquels je reviendrai, en fait, qui sont associés à ces méthodes quantitatives. Ces méthodes quantitatives, ces approches quantitatives sont aussi extrêmement pertinentes dans la mesure où on a observé que beaucoup de phénomènes linguistiques qui étaient considérés comme des phénomènes assez catégoriques, c'est-à-dire des phénomènes binaires, soit une phrase est prononcée, soit elle ne l'est pas, soit une interprétation est disponible, soit elle ne l'est pas, etc. On s'est aperçu que dans beaucoup de circonstances, on observait en fait une gradabilité de ces observations. Donc en fait, au-delà de la division binaire entre ce qui se dit, ce qui ne se dit pas, il y a toutes sortes de choses qui se disent mais qui ne sont pas préférées, ou qui se disent mais qui ont un domaine d'application ou des contextes d'utilisation plus restreints. Et donc, en fait, on observe des variations dans les phénomènes que l'on considérait comme binaires ou catégoriques. Et là aussi, ça veut dire que si on observe ces variations, ça veut dire qu'on a besoin d'introduire de la mesure. On a besoin d'aller au-delà de la simple alternance, enfin la simple division binaire. Ça on le trouve, ça on le trouve pas. Ça existe, ça n'existe pas, ça c'est interdit, ça c'est permis. Un dernier point, toujours de façon un peu abstraite, et je vais essayer d'illustrer tout ça par la suite, c'est le caractère multifactoriel de beaucoup de phénomènes linguistiques. Là aussi, bon, ça, c'est pas vraiment nouveau. Les linguistes savent depuis longtemps qu'un certain nombre d'observations que l'on peut faire dans la langue semblent dépendre de nombreux facteurs. Les choix que font les locuteurs lorsqu'ils s'expriment peuvent, dans certains cas, dépendre de la situation d'énonciation, de leur statut social, de leurs objectifs dans la conversation, de leurs compétences aussi, bien sûr, mais et aussi de propriétés plus internes à la langue. Il y a des combinaisons de sons qui sont plus faciles à prononcer que d'autres. Il y a des constructions syntaxiques qui sont plus faciles à planifier que d'autres, etc. Et tous ces aspects-là forme un tableau avec de nombreux paramètres à considérer lorsqu'on veut essayer de comprendre le comportement des locuteurs, puisque c'est ça notre but essentiel, c'est de comprendre, c'est-à-dire être capable de prédire la façon dont les gens vont se comporter linguistiquement. Voilà, alors je sais que ça c'est un peu abstrait, je vais donner tout de suite des exemples de travaux beaucoup plus concrets. Bon, évidemment, s'il y a des questions, je suis vraiment désireux de clarifier les points qui pourraient le nécessiter. Alors, j'ai choisi de présenter quelques études, donc j'en ai mis 5, en fait, j'en ai beaucoup plus en réserve, dont je vais essayer de résumer les attendus, les méthodes, puisque c'est un aspect sur lequel je voudrais insister, et les résultats, avant de me livrer à un exercice un peu délicat de tirer des leçons de ces travaux, de ces résultats. Donc, je vais les présenter dans un ordre qui est presque aléatoire ou historique. Dans certains cas, les leçons sont plus ou moins évidentes. Dans d'autres cas, c'est beaucoup moins évident. Mais donc, ce que j'ai choisi de faire, c'est d'essayer
de multiplier les études avec des angles différents. Mais évidemment, c'est toujours un défi parce que, en gros, chacun des travaux que je présente ici en une diapo, ils ont fait l'objet d'une présentation en 20 minutes ou 30 minutes dans des conférences de linguistique. Et bien sûr, beaucoup plus de détails étaient fournis. Là, je vais essayer de résumer les aspects les plus importants. Alors, la première étude, c'est une étude qui commence à être... Oui, il y a des questions? Pour l'instant, pas encore. Ok. Quand j'ai entendu des bruits, j'ai cru que c'était des questions. Donc, la première étude, c'est une étude sur le... Donc, c'est sur le français, et c'est une étude sur l'alternance indicatif-subjonctif sous la négation. L'observation de départ, c'est que c'est le contraste que l'on voit dans l'exemple 1. Quand on a une phrase comme quand on utilise le verbe croire et qu'on a une subordonnée complétive derrière ce verbe, donc le lexique, enfin la grammaire standard nous dit que on a un mode indicatif. Hein, donc on dit Marie croit que sa camarade est arrivée. Personne ne dit Marie croit que sa camarade soit arrivée. En tout cas, c'est clairement pas la forme, la forme standard. En revanche, quand on met une négation, là, tout à coup, on ouvre la possibilité d'utiliser le subjonctif. Marie ne croit pas que sa camarade soit arrivée. Et non seulement on ouvre cette possibilité, mais en fait, si vous regardez les grammaires normatives, bon, c'est dans des recoins de la grammaire parce que c'est un peu délicat, mais on vous dit qu'effectivement, c'est le subjonctif qui doit être employé à cet endroit-là. La question, donc ça c'est une observation assez générale. Donc en fait, les verbes qui normalement commandent l'indicatif, les verbes qui ont des complétives, comme croire, penser, etc., qui commandent l'indicatif sous la forme affirmative, se retrouvent à commander le subjonctif sous la forme négative, lorsqu'on introduit une négation. Et donc la question qu'on s'est posée, c'est vraiment une question assez bête, c'est est-ce qu'on peut déterminer le comportement des locuteurs? Est-ce que les locuteurs produisent effectivement de façon systématique les subjonctifs sous la négation? Ou est-ce que, en fait, cette contrainte, dont on ne sait pas très bien d'où elle vient, n'est observée que dans certaines circonstances? Alors, pour mener cette enquête, et en fait, on n'en est qu'au début de cette enquête, on a commencé par essayer de savoir vraiment ce que faisaient les gens. Et c'est compliqué de savoir ce que font les gens, parce que là, dans ces cas-là, il a fallu vraiment monter une expérience qu'on appelle de production induite. Donc, en fait, on a créé des phrases pour lesquelles on demandait au locuteur d'inventer une suite. Et ce matériel expérimental qu'on a créé a pris en compte toutes les difficultés qui se dressent quand on s'engage dans cette recherche. D'abord, le fait que beaucoup de verbes ne se distinguent pas clairement entre l'indicatif et le subjonctif. Beaucoup de verbes du premier groupe, lorsqu'ils sont au présent, par exemple, je porte ou que je porte, c'est la même forme. Et donc, évidemment, si nos locuteurs emploient le verbe porte au présent de l'indicatif à la première personne, on ne peut pas savoir s'ils ont choisi le subjonctif ou l'indicatif. Donc, tout ça, c'est un petit peu la cuisine de la préparation du matériel expérimental. Et donc, on a vérifié, on a contraint le choix du verbe, le choix des temps, et on a placé, alors je crois que c'était 120 participants, dans une situation où on leur a demandé d'inventer des histoires. Évidemment, ils ne savaient pas que la question sous-jacente, c'était la question du choix du subjonctif ou de l'indicatif, mais on leur a demandé de créer des phrases à partir d'un certain début qui crée les conditions syntaxiques de l'apparition d'une complétive. Et ce qu'on observe, c'est des choses qui ne correspondent pas à ce qu'on attendait. Alors, on avait aussi cherché à savoir si des variables sociales, socio-économiques, pouvaient avoir une influence. On était guidé par cette idée que peut-être le subjonctif, c'était un mode qui était moins contrôlé, moins maîtrisé, donc dans des catégories sociales qui maîtrisent en général moins certains paramètres linguistiques.
L'observation qu'on a faite, c'est que, alors ça, j'ai pas le schéma ici, hein, j'ai choisi juste un des graphiques qui est dans notre publication. Ce qu'on a observé, en fait, c'est que la classe sociale et le niveau d'éducation et en fait la totalité de toutes les variables socio-économiques qui sont habituellement utilisées par les sociolinguistes. Donc aucune de ces variables n'avait une influence sur le choix du subjonctif. Donc ça c'est la première observation. La deuxième observation, c'est que en réalité, les locuteurs, ce qu'ils font vraiment, ben, c'est ce que vous voyez là. Alors le graphique est peut-être pas complètement lisible. On a trois situations, trois conditions expérimentales. La première, c'est justement le verbe qui demande un indicatif, comme croire, sous la négation. Et ce qu'on observe, c'est que dans cette première colonne, les locuteurs emploient dans 25% des cas l'indicatif et dans 75% des cas, à peu près, le subjonctif. Donc, en guise de contrôle, on peut regarder les deux colonnes qui suivent. Donc, la colonne suivante, c'est positif, c'est la colonne correspondant aux situations illustrées par l'exemple 1A, donc un verbe sous forme, une phrase positive et un verbe qui demande l'indicatif. Et là, cette fois-ci, c'est bien, c'est l'indicatif qui est massivement choisi. Bon, on a une petite proportion de locuteurs qui ont choisi quand même le subjonctif, mais ça relève d'un taux d'erreur qu'on observe dans toutes les expériences de ce type. Et dans la troisième colonne, on voit la situation qui se produit lorsque le verbe demande le subjonctif, par exemple un verbe comme regretter. Marie regrette que sa camarade soit arrivée. Là, on a un subjonctif qui est induit par le lexique, par le verbe regretter en français contemporain. Donc, ce qu'on observe, c'est que les locuteurs emploient bien le subjonctif lorsque le verbe demande que le subjonctif soit employé. Donc, la situation, c'est que finalement, les locuteurs semblent exercer une certaine liberté, puisqu'on observe une variabilité dans le cas où la négation est l'élément qui déclenche la possibilité du subjonctif. Alors, voilà, ça c'est un exemple d'une manipulation. Il y avait des questions. Ah, s'il y a des questions, Pascal, je prends volontiers. Oui, j'écoute. On vous demandait quel était l'âge des participants. Est-ce que cet âge jouerait un rôle sur le choix finalement du subjonctif ou de l'indicatif? La réponse est, on avait des participants de tout âge, même si on n'a pas réussi à complètement équilibrer notre échantillon de population. Donc on avait légèrement plus de jeunes proportionnellement parce que c'est plus facile de trouver des participants parmi les étudiants ou disons les personnes. Là en l'occurrence c'était mon étudiante de master, Floriane Guida, qui a elle-même sollicité des participants, donc c'était plus facile. Mais on avait une distribution suffisante de participants dans toutes les classes d'âge pour pouvoir conclure de façon assez solide que sur cette expérience-là, hein, il faut vraiment faire attention, sur cette expérience-là, l'âge n'avait pas d'influence visible. Hein. Et en fait, je devrais reformuler ça pour vraiment que les choses soient bien claires. Nous n'avons pas mis en évidence de façon significative une influence visible, une influence de l'âge sur ce comportement. Ce qui nous a surpris. Donc ça ne veut pas dire qu'on puisse en conclure que l'âge n'a aucune influence, mais si l'âge a une influence, il faut trouver une autre manière de mettre en évidence cette influence. Et ça, c'est aussi un des aspects de la démarche expérimentale. Les expériences nous permettent, dans certains cas, de conclure de façon positive, mais dans beaucoup de cas, surtout quand justement on n'observe pas des faits, le fait qu'on n'observe pas des faits n'implique pas qu'il n'y a jamais d'effet, hein, par exemple de l'âge ici. Simplement, notre expérience n'a pas permis de le mettre en évidence. Alors évidemment, si on n'arrive jamais à mettre en évidence cette influence de l'âge, on pourra peut-être en conclure que, jusqu'à preuve du contraire, l'âge ne semble pas être le facteur prédominant. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ? Non, okay. C'est bon. Alors, non, attendez, pardon. Oui. Excusez-moi, je n'ai pas vu la dernière. Les membres des échantillons maîtrisent tous au départ le subjonctif? C'est une bonne question, mais la réponse est effectivement oui. Et c'est pour ça qu'on a cette troisième colonne dans le graphique.
C'est qu'on a vérifié, on a vérifié que la plupart des locuteurs produisent effectivement du subjonctif. Enfin, quand je dis la plupart des locuteurs, en fait, ce graphique représente c'est une proportion, c'est un pourcentage sur l'ensemble des productions qui ont été réalisées par l'ensemble des participants. Hein. Donc chaque participant avait évidemment de multiples exemples avec différents verbes, avec différentes situations. Et donc on a ici cumulé le comportement de tous les participants sur tous les exemples. On a aussi fait des analyses par participant pour voir s'il y avait des participants qui avaient des problèmes de contrôle du subjonctif. En réalité, dans nos participants, on n'a trouvé aucun participant qui aurait systématiquement échoué, entre guillemets, au test de contrôle. Hein, typiquement, des participants qui auraient dit je regrette que ma camarade est arrivée. En fait, on n'a pas ça. On a ça de façon absolument marginale. Et on a aussi fait des études par item expérimental pour vérifier qu'on n'avait pas créé, dans certains cas, des phrases qui créaient des ambiguïtés ou qui représentaient une difficulté inattendue supplémentaire. Donc ça fait partie de ce qu'on fait habituellement pour contrôler la qualité des résultats qu'on obtient. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Dernière. Juste une dernière. Oui. Est-ce qu'il y a un facteur hasard? Est-ce qu'il y a un facteur hasard? Alors, en général, quand on fait des études de ce type-là, justement, on suppose que le hasard intervient. Et donc, avant de tirer une conclusion, on vérifie que les observations que l'on fait ne peuvent pas être expliquées simplement par le hasard. C'est ça qu'on appelle la significativité. Donc ici, je ne détaille pas ces aspects-là, mais en fait, lorsqu'on dit que, par exemple, ici, on observe une variabilité significative dans le choix du subjonctif ou de l'indicatif sous la négation, donc dans un contexte comme 1b, en fait, c'est que cette variation qu'on observe ne peut pas être expliquée seulement par le hasard. Okay. Voilà. Et ça, bon, il y a des méthodes statistiques, c'est tout ce qu'on appelle les statistiques inférentielles qui nous permettent de vérifier. Donc, on peut faire l'hypothèse que... donc, ici, je ne me souviens plus de ce qu'on appelle la p-value qu'on a obtenue, donc disons, le degré de confiance, mais je suis sûr qu'on était au-delà de 1%, c'est-à-dire qu'en fait, il y avait moins de 1% de chances que le résultat qu'on observe ici soit un résultat entièrement dû au hasard. Okay. Je suis désolée pour les autres questions, on va continuer parce qu'il est déjà 18h40 okay. Et on reviendra à la fin. Bon, oui, c'est pas grave, je peux ne parler que de quelques exposés. Mais bon, donc voilà, alors là, je voulais à partir de ça, donc ça c'est un travail qu'on a fait, il y a beaucoup de choses à discuter sur ce genre de travaux. En fait, cette simple expérience représente plusieurs semaines de travail pour ma masterante et moi-même. Et en fait, elle ne porte que sur un tout petit aspect de la variabilité qu'on observe pour l'utilisation en français moderne, en son français contemporain, du subjonctif et de l'indicatif. Par exemple, l'exemple 2 que vous avez sous les yeux, dans lequel j'ai antéposé une complétive, donc avec une reprise par un pronom, ici qu'on appelle... enfin un pronom anaphorique. Donc les exemples, c'est que Louise est arrivée, tout le monde le croit, ou que Louise soit arrivée, tout le monde le croit. Alors je suis sûr que chacun d'entre vous a une idée sur la forme qui devrait être choisie, mais quelle que soit l'opinion qu'on peut avoir sur cette alternance, en fait cette alternance existe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on écoute la façon dont les gens parlent, on observe que de temps en temps, dans ce genre de situation, donc par antéposition d'une complétive, on se retrouve avec un subjonctif qui n'est pourtant pas demandé par le verbe. Hein. Ici, j'ai encore le verbe croire qui ne demande pas l'indicatif. Le subjonctif, pardon, qui demande l'indicatif. Mais on trouve aussi des choix, des situations où c'est l'indicatif qui est quand même utilisé. Je ne suis pas certain de savoir ce que disent les grammaires normatives là-dessus, mais ce qui est certain, c'est que
c'est un autre exemple de situation d'alternance pour lesquelles aujourd'hui on ne sait pas très bien ce que font réellement les locuteurs. Et ça n'est que le début de l'investigation parce que le travail que j'ai présenté juste à l'instant nous permet de conclure que les locuteurs varient, font des choix, mais il nous reste encore à déterminer quels sont les choix, quels sont les paramètres ou les variables qui influencent ces choix. Et bon, pour cet exemple 2, c'est la même chose, donc je l'ai mis là pour cette même raison. Il y a d'autres leçons qu'on peut tirer, même si ce n'est pas réellement des leçons, enfin, ce n'est pas complètement évident de transposer ça dans le cadre de l'enseignement du français. Bon, la première observation, ça nous a surpris parce qu'on avait des idées reçues là-dessus. Le subjonctif, ce n'est pas du tout un mode. Aujourd'hui, le subjonctif, c'est vraiment un mode que tous les locuteurs du français, même peu éduqués, rencontrent et pratiquent. Il suffit de penser au verbe être. Hein, que je sois, c'est une forme que les gens connaissent. Évidemment, on a cette idée un petit peu simple que l'imparfait du subjonctif, c'est une forme archaïsante, réservée à des personnes qui soignent, qui cherchent à s'exprimer dans un registre particulièrement soigné, voire précieux, etc. C'est sans doute vrai pour l'imparfait du subjonctif, mais le mode subjonctif et le mode subjonctif au présent n'est pas du tout un mode qui serait particulièrement difficile à maîtriser ou qui serait réservé à une élite dans un sens linguistique, c'est-à-dire, je ne sais pas, élite au sens de l'éducation, etc. L'autre leçon qu'on a tirée, on était moins surpris parce qu'en fait, on avait déjà des idées dans cette direction, c'est que le subjonctif n'a pas un fonctionnement et une fonction au sens de la syntaxe ou une sémantique qui soit unique, en fait. Dans les exemples que j'ai donnés dans la diapo précédente et dans l'exemple qui est ici, en fait, si on cherche à élucider ou à éliciter, y compris en faisant parler des locuteurs, la différence qu'il y a, la différence de sens qu'il pourrait y avoir entre la version 2A et la version 2B, on n'y arrive pas vraiment. Et c'est ce qui nous conduit à conclure qu'on est devant une vraie alternance productive, c'est-à-dire que les locuteurs sont en face d'un choix. Dans ces cas-là, dans un cas comme 2 ou comme 1 tout à l'heure, pas dans tous les cas. Les locuteurs savent qu'avec regretter, on met le subjonctif. Et ça fait pas, il n'y a pas, de ce point de vue-là, dans ce type de configuration, il n'y a pas de choix de la part des locuteurs. Voilà, ça c'est bon. On pourra encore tirer plein d'autres leçons, mais si je veux parler au moins d'une autre expérience, il faut que j'avance. Mais bien sûr, s'il y a des questions, je les prends volontiers de nouveau. Ok, alors je vais passer à la deuxième expérience dont je voulais parler. Donc, il y a beaucoup de choses qui changent dans cette approche-là. La question, c'est le mot qu'on appelle un complémentaire que en français. Alors, il se trouve qu'on est encore dans les complétifs. Donc, c'est le que qui est utilisé pour introduire le complément propositionnel de verbes comme croire, penser. Je pense que, suivi d'une proposition, je crois que, etc. Il se trouve que le que, ce que-là, parce qu'évidemment que en français, ça peut être aussi un pronom interrogatif, un pronom relatif, etc. Ce que-là est omis très volontiers par les locuteurs du français québécois. À l'oral, très souvent, ces locuteurs font des phrases comme celle dans laquelle, comme les exemples que j'ai donnés sous 3, où le que est juste pas prononcé du tout. Faut que tu regardes le positif dans ça. Quand je sais que quelqu'un parle très bien le français, etc. Alors, bien sûr, c'est un peu troublant pour un locuteur du français, disons, de France, ou du français standard, mais effectivement, ça fait partie des aspects de la production spontanée des locuteurs du français québécois. Alors là, la démarche dans laquelle on s'est inscrite, c'était une démarche qui était un petit peu expérimentale, si on peut dire, mais d'une autre manière. Donc, l'idée, c'était, donc déjà, notre question de recherche, c'était, est-ce qu'on peut identifier les paramètres qui poussent, qui influencent donc l'émission de ce que en français québécois. Pour ça, on n'a pas créé des situations expérimentales, on est parti de données
qui ont été collectés dans le cadre d'enquêtes sociolinguistiques. Donc ça, c'est en général des enregistrements qui sont réalisés dans des situations plus ou moins écologiques, comme on dit, c'est-à-dire pas vraiment des gens qui sont dans un laboratoire avec devant une application, devant un ordinateur. C'est plutôt des échanges avec des enquêteurs et des enquêtrices qui posent des questions, soit des questions des questions guidées, des questions semi-guidées, etc. On enregistre tout ça et puis ensuite on transcrit tout ça et ensuite on a beaucoup de données et on peut faire des statistiques. Et c'est ça qu'on a fait. Et donc là, on a cherché, alors évidemment, on a commencé par essayer de recenser tout ce que les linguistes avaient repéré comme paramètres possibles qui pourraient influencer cette omission. Donc parmi les paramètres que je peux citer, parce qu'ils sont assez faciles à comprendre, il y a le fait que en français québécois, on n'aime pas beaucoup les successions de plusieurs voyelles, de plusieurs consonnes, pardon, les clusters consonantiques. Et ça peut conduire dans un certain nombre de cas, par exemple, pour donner un exemple très simple, les Québécois ont transformé le mot piastre, qui existe en ancien français, en pias, et ils ont perdu le TRE, parce que là, 3 consonnes de suite, ça ne fait pas partie des constructions que cette variante du français favorise. Et donc, évidemment, le « que » qui constitue une consonne qui vient souvent s'insérer dans un groupe lorsqu'on va le produire. Donc, quand on dit « je pense que Jean », ben, si on va vite, ça fait S, Q et S, K et J, 3 consonnes de suite. Je pense que Jean, surtout si on prononce comme je viens d'essayer de le faire. Et donc ça pourrait expliquer. Et effectivement, ça peut expliquer, c'est-à-dire que quand on compte le nombre de cas où le fait qu'il y ait un « que » ou le fait de ne pas le dire facilite la prononciation de l'ensemble, donc en termes de complexité phonologique, donc de complexité de combinaison de consonnes, eh bien, effectivement, globalement, les Québécois omettent plus souvent que dans ces situations-là. Mais donc il y a d'autres paramètres, par exemple il y a des variables sociolinguistiques, là pour le coup on en mesure l'influence, effectivement c'est corrélé, l'omission du « que » est corrélée inversement au niveau d'éducation et à d'autres paramètres sociolinguistiques comparables, type de statut, catégorie socio-professionnelle, etc. Mais donc notre démarche a consisté à utiliser ce qu'on appelle les modèles statistiques multivariés qui nous permettent de pondérer l'influence relative de toutes ces variables. Mais un des aspects les plus intéressants et novateurs de cette recherche, c'est qu'on a découvert aussi l'influence d'un principe qu'on appelle le principe du lissage de la densité informationnelle et qui est en fait une découverte récente de la linguistique expérimentale. Quand je dis récente, c'est que ça date des années 2010 à peu près. Et je vais la résumer de façon assez simple. Même sans en avoir conscience, on pense que les locuteurs choisissent d'éviter des tournures dans lesquelles il y aurait des grandes variations sur le niveau d'information qu'apportent les mots. Donc pour le dire simplement, lorsqu'on produit une phrase, chaque mot apporte un petit peu d'information. Il y en a clairement qui en apportent plus que d'autres, parce qu'il y en a qui sont très attendus. C'est bien connu, il arrive souvent que quelqu'un puisse finir notre phrase à notre place, ce qui est bien la preuve que, d'une certaine manière, ce que nous allons dire n'est pas très surprenant pour cette personne, n'est pas très nouveau. Mais donc là, ce qu'on a observé, c'est que si on mesure, et évidemment il faut toutes sortes de méthodes pour ça, si on mesure le niveau de surprise qui est associé à chacun des éléments linguistiques qui s'enchaînent dans un énoncé, on constate que ce niveau-là, cette variation de niveau de surprise, a une influence sur le choix, sur l'introduction de « que ». Et pour le dire de façon très résumée, les locuteurs vont plus facilement omettre « que » lorsque « que » est particulièrement peu informatif.
ce qui va éviter une séquence de mots qui soit particulièrement peu informative. Les locuteurs cherchent inconsciemment à éviter les pics et les creux dans l'informativité des mots qui sont produits dans un énoncé. Donc ça, évidemment, pour mettre ça en évidence, il faut donner du sens à cette notion d'information. Ça, on utilise des probabilités pour ça, et là, je vais passer ça sous silence. Mais c'était une autre manip que je voulais évoquer. Je vais juste dire 2 mots là-dessus, et puis peut-être je vais laisser la place pour les questions. Donc, 2 observations à propos de cette expérience. La première, c'est que est aussi omis en français, beaucoup plus qu'on pourrait le penser. Donc, on a commencé à travailler avec des corpus écologiques de français de France, donc de français des jeunes, de français de toutes sortes de catégories. Le français oral, ce que les gens produisent dans des situations spontanées. Je ne parle pas évidemment du français de la radio. Et on a constaté qu'en français aussi, que est omis beaucoup plus souvent qu'on pourrait le penser, puisque en fait, a priori, nous on pense, enfin nous, la plupart des locuteurs, y compris ceux qui omettent que, pensent que n'est jamais omis en français de France. L'autre chose que je voulais dire, c'est que cette notion de lissage de densité informationnelle, ce principe qui semble gouverner certains aspects de la langue, on a observé qu'il était pertinent dans beaucoup d'autres domaines. Je vais simplement citer le premier, au niveau phonétique. On a remarqué que lorsqu'un son a une probabilité plus faible, c'est-à-dire qu'en fait, il est moins attendu, il va être plus surprenant, eh bien, il est prononcé plus lentement. Et ça se manifeste à la fois dans chaque langue et à travers les langues. On a une observation générale que plus le mot que vous prononcez est attendu, plus vous allez le prononcer vite, ou pour le dire autrement, moins il est attendu, plus il va être prononcé lentement. Et on a d'autres domaines où on peut aussi observer ce principe du lissage de la densité informationnelle. Alors je vois qu'il ne reste plus de temps. Oui, donc d'accord. Il y a des demandes, en fait, sur le lien. Alors, il y a Hélène qui a posé plusieurs fois la question, serait-il possible d'expliquer le lien entre ces méthodes de recherche et la manière dont ont été construites les ressources pédagogiques, ces ressources pédagogiques? Alors, c'est compliqué parce que… En gros, on cherche, les participants cherchent le côté pratique, en fait. Oui, comment est-ce que vous avez transformé ça pour eux, concrètement, avec leurs élèves? Alors, le problème, c'est que ces exemples-là, je les ai choisis parce qu'ils me semblent montrer des observations intéressantes, mais ce n'est pas ceux qui nous ont le plus massivement inspirés. Et j'aurais sans doute dû faire un autre choix, mais j'avais le projet d'en présenter d'autres. Alors, en ce qui concerne ce dernier aspect sur l'omission de que, en fait, on ne sait pas directement, enfin, on n'a pas vraiment repris ces travaux-là de façon directe, parce que l'omission de que en français de France, même si elle est pratiquée, elle n'est pas beaucoup pratiquée, elle est pratiquée plus comme des espèces d'erreurs, et elle est perçue comme des erreurs. Et donc, c'est difficile de se baser dessus. Mais pour prendre un autre exemple qui utilise aussi les subordonnés, on a des études qui portent sur ce qu'on appelle sur les questions enchâssées avec interrogatif in situ, c'est-à-dire les questions du type, donc c'est les questions indirectes, je sais, il habite où? Je sais, ça marche comment? Et là, en fait, ça nous intéressait donc ça c'est aussi des données pour lesquelles il y a des études variées. Et ce qui est intéressant, c'est que ces interrogatifs enchâssés sont non standards, mais elles obéissent à une certaine syntaxe quand même. Et donc là, ce qui nous a intéressé, c'est d'essayer de trouver des exercices qui mettent en relation la forme qui est clairement fautive, enfin qui est en tout cas aujourd'hui considérée comme fautive,
de l'interrogative avec le pronom in situ, et d'attirer l'attention des élèves sur le fait qu'il y a un moyen de passer de cette forme qui est certes fautive, mais qui obéit à certains principes généraux, vers une forme qui est la forme standard, dans laquelle on a l'inversion, donc l'antéposition du pronom interrogatif. Bon, je sais bien que ce n'est pas en lien direct avec ça. Sur le subjonctif, on a fait aussi des expériences et l'idée, enfin des exercices où là l'idée c'était justement de, alors je me souviens plus des détails en fait, à dire vrai, mais l'idée c'est là aussi de montrer que si on donne une règle telle qu'elle est formulée par l'Académie, par exemple, sur le subjonctif, on dit le subjonctif, c'est l'irréel. Et en fait, voilà, donc à chaque fois qu'on a une situation irréelle, il faut employer le subjonctif. Mais en fait, si on dit ça, on n'arrive pas du tout à comprendre les emplois réels du subjonctif, parce que finalement, le subjonctif, on l'emploie dans toutes sortes de situations. Dans certains cas, c'est gouverné par le lexique. Dans certains cas, c'est gouverné par la structure syntaxique. Et en fait, il faut absolument exposer les élèves à cette variation-là pour leur donner au moins une intuition de cette dimension de variabilité du subjonctif. Okay. Voilà, bon, c'est un peu compliqué pour... Oui, en gros, vous nous expliquez en fait comment ces études vous ont permis de construire des outils utilisables qui sont par exemple ceux d'Adaptive Land. Alors, oui, mais je dirais plus simple, enfin un peu différemment. Je dirais que ces études nous ont inspirés pour essayer d'élaborer des exercices qui se distinguent un peu des exercices classiques. Et ça nous a inspiré de toutes sortes de manières. Mais dans beaucoup de cas, un des aspects importants, c'est que la compétence implicite des locuteurs est beaucoup plus importante que ce qu'on pourrait penser. Et donc, un des aspects donc là, par exemple, sur le subjonctif, les locuteurs maîtrisent le subjonctif. C'est pas la peine de... Enfin, c'est pas la peine. On n'est peut-être pas obligé de leur dire construisez un subjonctif dans un exercice de phrase à trous. Bon, bien sûr, ça peut être intéressant pour maîtriser la conjugaison, la morphologie, etc. Mais en fait, les locuteurs emploient les subjonctifs de façon spontanée dans des circonstances pour lesquelles la grammaire ne dit même pas vraiment que c'est un subjonctif qui doit être utilisé. Donc ça nous inspire pour essayer de mettre les étudiants dans des situations où, en fait, même sans avoir le discours, le métadiscours sur le subjonctif, la façon dont il fonctionne, la façon dont il s'emploie, ils sont en situation d'observer et de produire des subjonctifs. Donc, de ce point de vue-là, c'est plus des sources d'inspiration. Et il faut bien dire que bon, là, j'avais prévu beaucoup de choses à vous raconter, beaucoup de manipulations diverses. On a pris des sources d'inspiration dans toutes les directions, mais le chemin entre ces observations expérimentales et les exercices est un chemin qui est assez long et dans certains cas qu'on n'a pas réussi vraiment à complètement parcourir. Ok. Élodie, est-ce que tu vois autre chose que je n'aurais pas vu? Hop. Oui, alors. Il y avait des questions dans le secondaire. Le secondaire, oui, voilà, exactement. Oui. Le niveau est beaucoup plus faible. Avez-vous des exemples plus simples, accords, etc. Alors, attendez, avant, pourriez-vous donner un exemple d'exercice prenant en compte la compétence implicite, cette compétence implicite, finalement? En fait, dans la plupart des exercices qu'on a essayé de concevoir, on n'est pas sur une... on n'est pas... comment dire on n'est pas sur sur un exercice d'application d'une règle qu'on aurait explicitement introduite. Donc, quand on demande, par exemple, à des élèves de partir d'une phrase qui présente soit une faute, soit une spécificité, par exemple, je ne sais pas, construire
construire une clivée à partir d'une phrase standard. Donc, au lieu de dire Paul a effacé le tableau, il faut dire c'est Paul qui a effacé le tableau. Quand on leur demande de passer d'une de ces phrases à l'autre, on peut le faire sans leur dire que c'est une construction clivée, sans leur dire que c'est une construction qui a des valeurs, disons, discursives, etc. Et c'est ça qu'on essaie de faire dans les exercices. J'avoue que j'étais plus parti sur l'idée de vous présenter, bon, je ne sais pas très bien non plus à qui je m'adresse, à dire vrai, de présenter des choses intéressantes que la recherche découvre aujourd'hui sur la compétence linguistique et qui nous ont inspirés, mais je n'ai pas fait ce chemin-là. Et bon, si ça vous intéresse, c'est quelque chose à quoi je pourrais réfléchir pour vraiment établir le chemin complet. Mais dans certains cas, c'est direct. Dans d'autres cas, c'était quand même beaucoup plus des inspirations. D'accord. Élodie, vous voyez autre chose? Alors, j'ai pas compris Hélène a dit... Pardon, j'ai pas compris la question de Clarisse, si vous pouvez vous manifester. Vous parlez d'un niveau plus faible, donc que quoi finalement? J'ai pas trop compris, Clarisse. Si vous pouvez peut-être prendre la parole si vous le souhaitez. Vous êtes là? Bon. Clarisse, Clarisse n'a plus accès à la conversation. Donc. Ah. Non, mais j'imagine que c'est l'idée. Là les exemples que j'ai donnés concernent l'emploi du subjonctif ou je ne sais pas, les constructions avec complétive. Et donc, peut-être que ça, c'est des choses qui sont décrites plutôt à des niveaux un peu avancés. Et j'imagine que la question porte sur sur la question de savoir si, pour les élèves qui sont qui sont moins avancés dans leur maîtrise de la langue, est-ce qu'on a aussi des données? À dire vrai, je n'ai pas, enfin, je n'ai pas mis l'accent sur des expériences qui portent sur des compétences langagières d'élèves plus jeunes. Mais il y en a beaucoup en fait. Il y a beaucoup de travaux en acquisition des langues et en psycholinguistique sur ces aspects-là. Et certains de ces travaux nous ont inspirés, mais c'est pas ceux que j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui. À dire vrai, ceux qui nous ont inspirés, c'est plus des travaux sur, par exemple, la façon dont les enfants maîtrisent l'interrogation, les différents modes d'interrogation, de construction d'une interrogative en français, sachant qu'on a beaucoup d'options. On a au moins 3 options en général, l'inversion. As-tu faim, la clivée interrogative, est-ce que tu as faim, ou la question in situ, tu as faim. Et donc on a des travaux qui montrent que la maîtrise par les enfants de ce type d'alternance, puisque là aussi on a des choix, en fait est beaucoup plus précoce que ce qu'on pourrait penser. Mais évidemment, la stabilisation de cette compétence prend quand même du temps, et donc on a des exercices qui portent sur ce genre de choses. Ok. Après, je crois que c'est tout. Sauf si tu vois quelque chose d'autre, Élodie. On est navré pour la forme de cette conférence. Oui. On a eu un petit problème technique. Ouais, je suis vraiment désolé. Ça arrive, Pascal, ne vous inquiétez pas. Ça nous arrive à tous. Non, rien d'autre? Nouveau message. Pourquoi, après un cours sur l'interrogation, leur emploi est-il encore plus fautif? Ah, là, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça, malheureusement, je ne sais pas si c'est vrai déjà. Est-ce que c'est toujours le cas que quand on leur explique les choix d'interrogation, les élèves deviennent des espèces produisent plus d'erreurs? Il est possible que ce soit un phénomène similaire à ce qu'on observe quand on apprend des langues étrangères. Hein. On est présenté à un nouveau type de construction, mais comme on ne maîtrise pas tous les aspects, ben en fait, dans les premières productions, on produit des énoncés fautifs. C'est peut-être juste ça, le point. Mais à dire vrai, je n'ai pas de réponse à cette question. L'objectif de ces exercices, c'est d'éviter ça. Mais bon, voilà. Non, je suis désolé, je n'ai pas plus là-dessus. D'accord. Alors,
Alors, Gilles Laurent, alors je crois que c'est Gilles le prénom, vous dit que c'est quand même, quoi qu'il en soit, c'est très intéressant. Oui, bon, ça, j'ai vu que il vous demande si vous pourriez afficher la dernière diapo sur les niveaux phonétiques, syntaxiques, discursifs. Alors, sur les niveaux syntaxiques, ce qu'on observe, c'est que... Ouais. Merci. Oui, bah, la diapo est là. Donc, sur le niveau syntaxique, c'est les mots fonctionnels qui sont souvent omis. Les mots, par exemple, dans les titres de journaux en allemand, souvent on ne met pas les articles, mais en fait, ces articles, ils sont omis, ils sont plus omis quand ils sont prédictibles que quand ils ne le sont pas. Et au niveau discursif, on a aussi ça sur ce qu'on appelle les connecteurs discursifs, donc les conjonctions de coordination, mais aussi tous les connecteurs du type en fait, etc. Là aussi, on observe que, ou donc, hein, là on observe aussi une omission d'autant plus importante que finalement le connecteur est un peu redondant. Ok, bah écoutez, Élodie, je crois qu'il ne nous reste plus qu'à conclure. Non, j'avais mis, Pascal, dans le chat un exercice assez amusant apparemment, mais qui est vraiment articulé à des recherches en linguistique sur le rapprochement entre, vous savez, la syntaxe linguistique et la syntaxe mathématique. Et finalement, ces exercices-là, ils sont dans Adaptive Lang, et là, ça fait vraiment appel aux compétences intuitives des élèves, mais voilà, enfin, je sais pas, je trouvais que c'était un exemple. Oui, c'était. Alors j'avais prévu de vous parler de ces expériences aussi, là qui montrent que qu'on a des phénomènes de ce qu'on appelle l'amorçage entre la compétence mathématique quand on décode, quand on analyse une expression arithmétique, donc et qu'on essaye d'en comprendre la structure interne, et la façon dont la structure linguistique peut être décodée. Et en fait, on a des travaux qui montrent que, par exemple, si vous présentez à des participants des expressions arithmétiques qui obéissent à une certaine préférence syntaxique, eh bien, vous allez observer que les participants sont influencés par ça lors de leur interprétation de phrases dans lesquelles il y a une ambiguïté, dans lesquelles il y a aussi une préférence qui peut se manifester. Bon, je résume ça de façon très sommaire, mais ce que ça montre, c'est l'aspect disons le transfert de compétences d'une modalité comme les mathématiques à la modalité linguistique. Et là, effectivement, ça nous a inspiré directement pour faire des exercices de français, mais dans lesquels on s'appuie aussi sur les maths, en fait. Bon, bah, écoutez, on vous remercie de votre présence sur un article donc à la rentrée après les vacances sur le site du Café Pédagogique et sur le blog des Terrains Innovants. On se voit le 17 novembre en présentiel. Merci beaucoup, Pascal.